Donc là, on est sur la suite de cet exercice, donc sur mouvement d'un système, exercice que j'ai résolu déjà en partie dans une première vidéo. Tu vois, on a traité les questions 1, 2, 3, jusqu'à la question 3.2. Et maintenant, on s'attaque donc aux trois autres questions, 4, 5, 6, tu vois, qui vont conclure cet exercice, donc un peu cet exercice problème, on va dire, sur le mouvement d'un système. En utilisant la relation approchée de la seconde loi de Newton. Alors, c'est quoi la relation approchée de la seconde loi de Newton? On va copier ça. Hop. Donc la relation approchée de la seconde loi de Newton, c'est de dire que la somme des forces extérieures appliquées à un système égale à m fois delta V sur delta T. Ok, avec un vecteur ici. Ça, c'est la relation simplifiée de la deuxième loi de Newton. Simplifiée, approchée. Déterminer la direction et le sens du vecteur variation de vitesse delta V de la Lune, puis le représenter sur le schéma sans souci d'échelle. Alors tu vois ici, il faut que tu analyses la somme de tes forces extérieures. Finalement, il y a quoi là-dedans? Parce que souvent, ça, c'est un gros sac que tu poses comme ça sur la table, sur ta feuille. Mais ton prof, il attend que tu détailles qu'est-ce que tu as dans la somme des forces extérieures. En fait, il attend que tu fasses un bilan des forces. Alors si tu mets ce mot-là sur ta copie, tu commences à marquer des points. Tu vois, bilan des forces exercées sur le système. Le système n'est soumis. Donc le système, c'est la Lune, hein, tu te souviens? Il n'est soumis qu'à la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. Waouh, bah ça tombe bien. Tu sais pourquoi ça tombe bien? Parce que justement, dans la première partie de l'exercice là qu'on a résolu, on a justement travaillé dans la dernière question autour de cette force. On l'avait appelée F de T sur L. Tu vois le truc? Donc ça veut dire que la somme des forces extérieures, ce paquet que je t'ai dit tu poses sur la table, en fait dedans j'ai que F de T sur L. Donc là maintenant je m'adapte à mon exo, tu vois. Parce que ça, cette relation qu'on te donne dans le cours, elle est géniale. Mais c'est une relation pour tous les exos. Toi, il faut que tu l'appliques concrètement à ton exercice. C'est ça qu'on veut que tu fasses. Et appliquer à ton exercice, ça va donner ça. Donc, ça me permet d'écrire que f de t sur L égale m fois delta V sur delta T. Tu vois, déjà, on en est là. C'est déjà plus intéressant à manipuler. Parce que maintenant, regarde ce qu'on va dire. On va transformer légèrement l'écriture de ce truc-là pour écrire que la force exercée par T sur L égale m sur delta T fois le vecteur delta V. Eh bien, tu vois, cette relation, en mathématiques, on appelle ça une relation de collinéarité entre deux vecteurs. Je vais l'écrire. C'est une relation de collinéarité entre les vecteurs f et delta V. Donc ça veut dire quoi que les deux vecteurs sont collinaires? Ça veut dire que delta V et f ont la même direction déjà. Donc delta V et f ont la même direction. Ça, c'est une première chose. Tu vois, on a donné la direction. C'est une première conclusion. Mais attends, on n'a pas fini là. Or, on va aller un tout petit peu plus loin. Le coefficient de collinéarité, ce nombre-là, quel est son signe? Or, le signe de ton coefficient de collinéarité, il est positif. Tu vois là, souvent les élèves à cette étape-là, ils ont l'impression qu'on est en train de trop rentrer dans le détail. Mais ce détail, il est ultra important. Là, on est en train de parler de collinéarité de vecteurs et puis on va vraiment être pointilleux. C'est ce détail-là qui fait que si tu ne le mets pas, en fait, c'est comme si tu n'avais pas compris l'intégralité des notions. Et donc, du coup, tu dis des choses vagues sur ta copie et du coup, ces choses vagues, elles ne t'apportent pas tous les points. Alors qu'en fait, il est nécessaire d'aller dire que m sur delta t est positif. Et comme il est positif, ce nombre, alors tes deux vecteurs, non seulement ils sont collinaires, mais en plus ils sont collinaires de même sens. Et quand on utilise ça, je vais finir ma phrase après, on est juste en train d'utiliser cette propriété mathématique qui traduit la collinéarité. Ça dit que U et V est collinaire. En maths, c'est ça, on est en train d'utiliser cet outil mathématique.
Quand tu as U égale K fois V, tu dis que U et V sont collinaires. Si K est positif, ils sont de même sens. Ok. Et si K est négatif, le coefficient de collinéarité, ils sont de sens contraire. Eh bien, cet outil de collinéarité, on est juste en train de l'appliquer dans notre situation de physique, c'est tout. M sur delta T positif, donc, ouais, je vais rester en rouge. F de T sur L et delta V de même sens. Voilà, non seulement ils ont la même direction, mais en plus ils ont le même sens. C'est-à-dire que si tu les représentes sur un schéma, il était où mon schéma? Il était là? Ouais, il était là. Bah, si tu représentes tout sur un schéma, je vais le faire en quoi? Je vais le faire en jaune, en gros. Voilà, regarde. Non, ça c'est moche. Comme ça là. Le vecteur delta V, bah, il est là lui aussi. Il est collinéaire à F et il est de même sens. Du coup, bah, même direction et même sens. Voilà, en jaune, tu as delta V en un point de la trajectoire. Si tu veux le mot technique pour dire ça, on dit que delta V est centripète. Ça veut dire qu'il est orienté vers le centre de la trajectoire. Donc vers l'axe attracteur ici, dans le cas présent. Ok, on va le marquer si tu veux. Je vais le marquer du coup. Donc, delta V est centripète. Alors ça, peut-être que ton prof ou ta prof t'en a jamais parlé, mais ce mot, il désigne du coup le fait que la force est orientée vers le centre de la trajectoire, dans le cas présent. Comme la force F de T sur L, hein, d'ailleurs. Voilà. Ok? Donc voilà le raisonnement qu'il faut tenir pour cette histoire d'orientation du vecteur delta V. Donc ça, c'était la question 4. Déterminer direction et sens du vecteur variation de vitesse, le représenter sur le schéma, donc on l'a fait sans souci d'échelle. Dans un mouvement circulaire uniforme, la valeur de la variation de vitesse par rapport au temps est constante et elle obéit à cette relation. Tiens, attends, je vais couper ça. Ok. Donc en fait, là, on est en train de m'indiquer que dans notre cas présent, delta V sur delta T égale vitesse au carré divisé par le rayon de la trajectoire. Ça, c'est quand on a un rayon qui est noté R. Donc nous, le rayon, ce sera la distance Terre-Lune. On l'avait noté distance Terre-Lune. Donc je vais tout de suite écrire distance Terre-Lune. Ok? J'adapte la formule à ma situation à moi et dans ma situation, le rayon de la trajectoire lunaire de l'orbite de la Lune, je l'avais appelé distance Terre-Lune. C'est bon? Donc question, en appliquant la relation approchée, question 1, en appliquant la relation approchée de la deuxième loi de Newton, calculez le rapport delta V sur delta T. Alors, pour la question 5.1, on retourne avec notre relation M fois delta V sur delta T égale à la distance Terre-Lune. Ici, je ne mets plus de vecteur, je parle en relation scalaire, avec des nombres. Du coup, delta V sur delta T, c'est quoi? Bah, c'est F de T sur L divisé par la masse. Alors, c'est la masse de la Lune, hein, c'est ml. Ok? Et puis la force F de T sur L, je l'avais calculé tout à l'heure, c'était environ 2,0 fois 10 puissance 20 newton. Je crois que c'était ça. Je parle un peu du nez, hein, je sais pas, t'as remarqué, mais je suis un peu enrhumé là. Désolé si c'est pas agréable. Ouais, c'est bon. 2 10 puissance 20 newton, t'as vu? Donc, du coup, bah, je peux calculer tout simplement le rapport delta V sur delta T. La masse de la Lune, on l'avait ici, 7,3 10 puissance 22 kg. Voilà, t'as plus qu'à calculer, application numérique, allez c'est parti. Donc 2 10 puissance 20 sur 7,3 10 puissance 22. En écriture scientifique, avec deux chiffres significatifs, ça fait environ 2,7 fois 10 moins 3
Alors pour les unités, parce qu'on nous demande de ne pas oublier l'unité là, sans oublier son unité, tu as vu, ça a été précisé. La variation de vitesse, c'est en quoi? C'est des mètres par seconde. Donc c'est des mètres secondes moins 1. Le temps, c'est en quoi? C'est en secondes. Du coup, tu divises des mètres par seconde par des secondes. Bah, tu vas avoir des mètres par seconde deux fois, donc seconde moins 2, tu vois. C'est une accélération. Après, si tu veux retrouver ça, regarde, je te donne une petite astuce, ça c'est de l'analyse dimensionnelle, ça s'appelle. Là, ta relation, si tu l'écris avec ces unités, tu vas voir ça, mètres par seconde divisé par des secondes, c'est ça, hein. Une vitesse, une variation de vitesse divisée par un temps, ça fait des mètres secondes divisé par des secondes. Du coup, si tu t'amuses à dire qu'ici c'est seconde puissance 1, puisque seconde c'est comme seconde puissance 1, ça te fait mètre fois seconde moins 1. Tu vois, tu joues avec les puissances ici. Et moins 1, ça fait moins 2. Ici, c'est juste de l'application des règles de puissance. Bref, l'unité, c'est des mètres secondes moins 2. Et ça, c'est ton résultat du delta V sur delta T. Ok? Et puis pour la question qui suit, en déduire V, la valeur de la vitesse de la Lune sur son orbite. Donc la vitesse de la Lune sur son orbite, eh ben, je vais utiliser cette relation-là. Donc or, V carré sur la distance Terre-Lune égale delta V sur delta T. Ça, c'est ce qu'ils m'ont indiqué dans l'énoncé. Du coup, je vais m'en servir pour dire que V carré, donc V carré, c'est distance Terre-Lune multiplié par delta V sur delta T. Et puis du coup, il te reste à prendre la racine carrée, tu vois, pour sortir V. Après ça, tu l'appliques, tu fais l'application numérique, donc racine carrée. Alors la distance Terre-Lune, déjà je vais prendre le résultat précédent. Donc, merde. Ok, fois. Puis la distance Terre-Lune, c'était 3, la distance Terre-Lune, tu la mets bien en mètres. Donc c'était 3,84 10 puissance 8. 10 puissance 8 mètres. Ok, et puis on trouve environ 1, alors je vais mettre deux chiffres significatifs, 1,0 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Voilà, ça c'est ta vitesse. Waouh, c'est cool. Je crois qu'on a trouvé pareil tout à l'heure. À peu près. La valeur de la vitesse obtenue sont-elles concordantes? Tout à l'heure on avait trouvé 1,02. Ouais, là si tout à l'heure j'avais mis trois chiffres, t'as vu? Alors si j'avais gardé trois chiffres là, en vrai j'aurais trouvé 1,03. C'est légèrement différent. Donc évidemment parce qu'on a utilisé une relation, la relation de Newton qui nous a permis d'utiliser ça, elle est approchée en fait. Donc les légères différences observées, la question 6, je la rédige même pas, on retrouve des résultats cohérents. Et les différences petites qu'on peut observer, elles sont liées au fait que on a utilisé dans notre déroulé une relation approchée de la deuxième loi de Newton. Mais bon, c'est quand même assez bien représentatif puisque l'erreur elle est minime entre les deux vitesses obtenues. On retrouve vraiment quasiment la même chose. Voilà. Donc c'est tout pour cet exercice. C'est un bon exercice, tu as vu, qui reprend bien tout ce qui est représentation sur un schéma des forces, expression vectorielle, utilisation de la relation deuxième loi de Newton. Euh, Isoler un terme quand on connaît les autres termes, le calcul du périmètre, c'est vraiment pas mal. Donc c'est un exo, voilà, c'est bien qu'on ait pu le faire. N'hésite pas à le refaire par toi-même. Du coup, voilà, j'espère que ces vidéos t'ont plu, que cette résolution t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à partager et diffuser cette vidéo autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. N'hésite pas aussi à t'abonner à mon compte Instagram, comme ça tu peux aussi me poser des questions, me transmettre des sujets de contrôle à corriger en vidéo. Voilà, bah tu sais tout, t'as tout. Je te souhaite bon courage, travaille bien. Bah à la prochaine. Allez, ciao.